Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer la vidéo. Ma belle-mère a qualifié ma mère d'erreur dans une robe, devant 204 invités à mon mariage. Je m'appelle Manon Benoît, j'ai 28 ans. Il y a 3 semaines, je me tenais devant l'autel, vêtue d'une robe à 12 000 €, prête à épouser l'héritier de l'une des familles les plus fortunées de Paris, les de Courcy. 4 générations de vieille fortune, une fondation caritative censée aider les sans-abri et une matriarche dont le sourire était aussi tranchant qu'un rasoir. Lorsque Marguerite de Courcy a saisi ce micro et a humilié ma mère, mon fiancé est resté silencieux. Son père a ri. 200 personnes ont regardé ma mère baisser la tête de honte. Moi, je ne l'ai pas baissée. J'ai arraché ma bague, j'ai annulé le mariage devant tout le monde et je suis partie. Mais voici ce que les de Courcy ignoraient. Cela faisait 6 mois que je rassemblais discrètement des preuves contre eux. Virements bancaires secrets, société écran, millions d'euros détournés des fonds de charité. Ils pensaient que je n'étais que la fille de la couturière, la petite fille de banlieue qui devait se sentir reconnaissante. Ils se trompaient lourdement. Si vous lisez ceci, abonnez-vous et dites-moi d'où vous me suivez. Pour comprendre comment une fille dont ils se moquaient a fait s'effondrer leur empire, je devais vous ramener là où tout a commencé. J'ai grandi à Montreuil, dans un 2 pièces où ma mère dormait sur le canapé pour que je puisse avoir le lit. Hélène Benoît m'a élevée seule. Pas de père dans le tableau, pas d'argent de famille, pas de filet de sécurité. Juste ses 2 mains et une machine à coudre Singer qui ronronnait jusqu'à minuit la plupart des soirs. Elle faisait des retouches pour un pressing du quartier, ourlait, fermetures éclairs, reprendre la taille des jupes de femmes qui pouvaient se permettre de perdre du poids pour le plaisir. Payée au SMIC, sans avantage, sans jour de maladie. L'appartement sentait toujours le tissu et la vapeur du fer à repasser. Je m'endormais au rythme de sa pédale. Ce boum, boum, boum régulier qui signifiait qu'elle travaillait encore, qu'elle se battait encore, qu'elle s'assurait que j'aurais de quoi manger le lendemain matin. Ses mains racontaient l'histoire de sa vie. Des callosités dues aux ciseaux, de minuscules cicatrices d'aiguilles, le bout des doigts rugueux comme du papier de verre après des décennies à manipuler des étoffes. Mais ses mains étaient toujours douces quand elles touchaient mon visage, toujours délicates quand elles tressaient mes cheveux pour l'école. « Note tout », me disait-elle, « et on ne sait jamais quand on aura besoin de preuves. » C'est ce que j'ai fait. J'ai gardé des carnets, des reçus, des traces de chaque euro dépensé, de chaque promesse faite, de chaque affront que j'ai avalé parce que riposter coûtait trop cher. Ma mère m'a appris que la survie passait par la documentation. Elle ne savait pas que j'utiliserais un jour cette leçon pour détruire une famille valant 200 millions d'euros. J'ai obtenu une bourse complète pour l'Université Paris-Dauphine, j'ai décroché mon diplôme en comptabilité et audit. Et j'ai été embauchée comme auditeur interne chez Groupe de Courcy, l'une des plus grandes sociétés immobilières de France. Je n'étais pas le cas social qui avait eu la chance de tomber sur une famille riche. Je travaillais là depuis 2 ans avant même de rencontrer Étienne de Courcy. J'avais gagné ma place grâce à des journées de 12 heures et des rapports d'audit qui repéraient des divergences que personne d'autre ne voyait. J'étais bonne dans mon travail. Trop bonne. Il s'avère que la première fois que j'ai vu le monde de Courcy de l'intérieur, je pensais être la chanceuse. Je ne réalisais pas que je marchais droit dans un piège tendu bien avant mon arrivée. J'ai rencontré Étienne de Courcy lors d'un audit trimestriel. 3 ans avant le mariage qui n'a jamais eu lieu. Il avait 30 ans, était directeur adjoint du développement et c'était la seule personne dans cette tour de verre et d'acier de la Défense qui me regardait comme un être humain et non comme une ligne de budget. Tous les autres m'appelaient l'auditeur, comme si c'était une maladie. Étienne m'appelait Manon. Il avait ce look vieille France. Une mâchoire assez carrée pour couper du verre, des chemises sur mesure qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer, un sourire qui plissait le coin de ses yeux. Mais il y avait autre chose. Quelque chose de presque apologétique, comme s'il savait exactement combien de privilèges il avait reçus et qu'il n'était pas sûr de les mériter. « Tu veux déjeuner ?» m'a-t-il demandé un mardi, après que j'ai passé 3 heures à éplucher des notes de frais dans une salle de conférence sans fenêtre. Il y a une petite brasserie au coin de la rue, rien de chic,
Ils font de superbes croque-monsieur. Rien de chic. Cela aurait dû être mon premier indice. Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois avant qu'il ne me présente à qui que ce soit de son monde. Nous allions dans des bistrots de quartier plutôt que chez Maxim's. Nous nous promenions au Buttes Chaumont plutôt que d'assister à des galas. Il disait qu'il aimait le calme. Je l'ai cru. Pourquoi je n'ai pas encore rencontré ta famille? Ai-je demandé une fois alors que nous partagions une planche de charcuterie dans un bar du 11e arrondissement. Son col était ouvert. Ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Il avait l'air presque normal. Il s'est figé, un cornichon à mi-chemin de sa bouche. « Ils sont compliqués », a-t-il dit. J'attends le bon moment. Le bon moment. J'ai entendu cette phrase 47 fois au cours de l'année suivante. 47 fois. J'ai compté. Il sentait le bois de santal et la bergamote. Cher mais subtil. Ses mains étaient douces quand il tenait les miennes. Il n'élevait jamais la voix. Ne me faisait jamais sentir petite, ne me traitait jamais comme si j'étais inférieure à lui, mais il ne me défendait jamais non plus. Pas une seule fois, pas quand c'était important. Ils sont compliqués, disait-il à chaque fois que je demandais à rencontrer ses parents. J'aurais dû savoir que compliqué n'était qu'un autre mot pour lâche. La première fois que je suis entrée dans la maison des de Courcy, j'ai mis ma plus belle robe. Bleu marine, ajustée, élégante, mais sans trop en faire. Ma mère l'avait cousue pour ma remise de diplôme. Elle avait passé 3 nuits à coudre l'ourlet à la main parce qu'elle voulait qu'il soit parfait. L'hôtel particulier des de Courcy trônait dans le 16e arrondissement comme un monument à la richesse héritée. Façade en pierre de taille, portail en fer forgé, un hall d'entrée avec un lustre qui aurait pu rembourser mon prêt étudiant. L'air sentait les fleurs fraîches et l'argent ancien, les lys et les vases en cristal, l'encaustique sur le bois antique. Marguerite de Courcy nous attendait dans le petit salon. 58 ans, cheveux platines tirés en arrière, un rang de perles véritables reposant sur son chemisier en soie. Elle a souri quand Étienne m'a présenté. Sa bouche s'est courbée. Ses yeux n'ont pas bougé. « Manon », a-t-elle dit, laissant mon nom flotter dans l'air comme si elle le testait. « Quelle jolie robe! C'est du fait main? »« Ma mère l'a faite, » ai-je dit. « Elle est couturière? Comme c'est charmant. » Le regard de Marguerite a balayé mon ourlet de haut en bas. Ça se voit toujours. Le compliment avait des crocs. Richard de Courcy n'a pas beaucoup parlé pendant le dîner. 62 ans, cheveux argentés, un visage qui semblait avoir été sculpté dans le même marbre que leur cheminée. Il était assis en bout de table, une table assez longue pour asseoir 20 personnes, et il me regardait comme un banquier regarde un dossier de crédit risqué. Le repas était composé de bœuf de Kobe et de vin qui coûtait plus cher que mon budget courses mensuelles. Je pouvais à peine avaler. Marguerite posait des questions avec cette voix brillante et tranchante sur mon travail, mon appartement, mon petit quartier de l'Est parisien. Et chaque réponse semblait l'amuser pour des raisons que je ne pouvais pas tout à fait nommer. « Et votre mère, dit-elle en tamponnant ses lèvres avec une serviette en lin. Que fait-elle exactement? » « Des retouches, ai-je dit. Du sur-mesure. Elle coûte depuis 30 ans. Marguerite a levé son verre de vin, a bu une gorgée lente et n'a absolument rien dit. Ce silence disait tout. Sous la table, Étienne m'a serré la main, mais il n'a pas parlé. Il ne m'a pas défendu. Il n'a pas dit à sa mère que le travail de ma mère avait payé mes études, que ses mains avaient fait la robe que je portais, qu'elle valait plus que chaque perle autour du cou de Marguerite. Il a juste serré ma main et est resté silencieux, et je l'ai laissé faire. Les avertissements sont arrivés lentement, comme de l'eau s'infiltrant dans les fissures d'une fondation. Après ce premier dîner, Marguerite a envoyé une liste à Étienne. Pas à moi, à lui, mais il me l'a montrée presque en s'excusant, comme s'il demandait la permission de l'ignorer. Suggestion pour la garde-robe de Manon. Tournure de phrase à affiner. Peut-être pourrait-elle adoucir son accent faubourien. Sujet approprié pour les réunions mondaines. J'ai lu cette liste dans son appartement, assise sur son canapé Rochebeaubois, et j'ai senti mon visage brûler. « Elle ne le pense pas méchamment, » a dit Étienne. « Elle est juste particulière. » Particulière. Un autre mot pour cruel, mais j'ai avalé la couleuvre. Je me disais que j'épousais Étienne, pas sa famille. Je me disais que les choses changeraient après le mariage, que je me prouverais que l'amour valait le compromis. La fête de fiançailles a été pire.
Marguerite a demandé que je limite ma liste d'invités en raison de contraintes d'espace. Ma mère a eu 5 invitations, 5 pour tout son côté de la famille. Les de Courcy en avaient 170. J'ai appelé ma mère pour expliquer. J'ai essayé de rendre ça raisonnable. Elle est restée silencieuse un long moment, puis elle a dit « C'est bon, ma chérie, je comprends. » Mais j'ai entendu ce qu'elle n'a pas dit. J'ai entendu 30 ans à être invisible, à être négligée, à sourire face au manque de respect parce que riposter coûtait plus cher qu'elle ne pouvait se le permettre. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang. 2 semaines avant le mariage, j'ai vu quelque chose que je n'étais pas censée voir. Je travaillais toujours chez Groupe de Courcy, je faisais toujours des audits, je faisais mon travail comme si de rien n'était. Un examen de routine des dépenses, des rapports trimestriels, des trucs normaux, jusqu'à ce qu'un email atterrisse dans ma boîte de réception par erreur. Il était destiné au compte personnel de Richard de Courcy. Une confirmation de virement bancaire, 200 000 € envoyée à une société appelée Meridiana Consulting. Je n'avais jamais vu ce nom dans aucun de nos dossiers. Pas dans les listes de fournisseurs, pas dans les fichiers d'entrepreneurs, nulle part. Mes doigts ont plané sur la touche « Supprimer ». Ce n'était probablement rien, une dépense personnelle, pas mes affaires. Mais la voix de ma mère a résonné dans ma tête. « Note tout ». Alors je l'ai fait. J'ai ouvert mon carnet, le même genre que je tenais depuis mes 12 ans, et j'ai noté la date, le montant et le nom de la société. Je ne le savais pas alors, mais c'était la première pièce du puzzle, la première fissure dans l'empire de Courcy. Et les de Courcy n'avaient aucune idée que la femme qu'ils méprisaient comme la fille de la couturière venait de commencer à monter un dossier contre eux. Le matin de mon mariage, je me suis réveillée dans une suite de l'hôtel Le Meurice, avec la lumière du soleil de juin filtrant à travers les rideaux de gaz et un mal de tête dû au champagne que je ne méritais pas. La chambre était toute en crème et or, des fleurs fraîches sur chaque surface, une vue sur le jardin des Tuileries et une housse de robe suspendue à la porte du placard comme une promesse. Mes demoiselles d'honneur étaient parties la veille, gloussantes et éméchées, pleines d'espoir pour mon avenir. Je ne le partageais pas. Quelque chose n'allait pas dans ma poitrine depuis des semaines, un poids que je ne pouvais pas nommer. Ma mère est arrivée à 7 heures avant tout le monde. Elle avait apporté du café de la boulangerie près de notre vieil appartement parce que, même le jour de mon mariage, elle ne pouvait pas passer devant sans s'arrêter, et une petite pochette en velours que je n'avais jamais vue auparavant. « Ouvre-le », a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait un mouchoir, en lin crème, aux bords adoucis par le temps, brodé de minuscules myosotis en fil bleu délavé. « C'était à ta grand-mère », a dit Hélène, ou elle l'a apporté d'Italie quand elle est arrivée ici. Elle n'avait rien d'autre, juste ça, ses mains et assez d'entêtement pour survivre à la misère. J'ai pressé le tissu contre mon visage. Il sentait la lavande et le vieux papier. « Garde-le dans la poche de ta robe », a dit ma mère, « pour que je sois toujours avec toi. » Elle m'a aidée à enfiler ma robe. 12 000 € de soie et de perles que j'avais insisté pour payer moi-même, même si les de Courcy avaient proposé. Certaines fiertés ne sont pas à vendre. Quand elle a remonté la fermeture éclair, ses mains étaient instables. Quand elle m'a tournée vers le miroir, ses yeux étaient humides. « Tu es si belle », a-t-elle chuchoté. J'ai regardé notre reflet. Ma mère dans sa robe bleu marine, le même tissu que ma robe de remise de diplôme, réutilisé, recoupé, rendu neuf par ses propres mains. Elle l'avait acheté au marché Saint-Pierre, dans le rayon des fins de série. Fin de saison, quelques euros le mètre. Marguerite de Courcy le remarquerait. Marguerite de Courcy remarquait toujours tout. « Tu es parfaite, maman », ai-je dit. « Cette robe est magnifique. » Elle a souri, et pendant un instant, tout semblait pouvoir bien se passer. Puis nous sommes arrivés à l'église de la Madeleine et j'ai vu le plan de table. Ma mère, 4e rangée, derrière les copains de golf de Richard, derrière la femme qui leur vendait des légumes bio, derrière l'ancienne gouvernante qui avait été renvoyée il y a 3 ans, mais qui avait quand même réussi à être sur la liste. 4e rangée. Et j'ai quand même marché dans cette allée. L'église était remplie comme un théâtre. 204 invités disposés sur les bancs en bois sombre,
des lustres projetant des prismes sur les vieux murs de pierre. Un orgue jouant le canon de Pachelbel comme si c'était un conte de fées au lieu d'un arrangement commercial. J'ai regardé depuis le vestibule, serrant mon bouquet assez fort pour meurtrir les tiges. Marguerite de Courcy était assise au premier rang, bien sûr. Tailleur crème, ses perles, un chapeau qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle riait de quelque chose que Richard avait dit, la tête penchée selon cet angle parfait des pages Société du Figaro, complètement à l'aise dans un monde qu'elle possédait. Ma mère était assise au 4e rang, seule. Les sièges à côté d'elle étaient vides, parce que ses 5 invités avaient été séparés pour équilibrer la salle. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû marcher jusqu'à cet hôtel et la déplacer moi-même. Mais j'avais 28 ans et je croyais encore que l'amour pouvait réparer les choses injustes. Je pensais encore que si je traversais cette journée, tout changerait. La musique a changé. Voici la mariée. J'ai marché seule dans l'allée, pas de père pour me conduire. Non pas que j'en ai jamais eu un. Et j'ai gardé les yeux sur Étienne. Il se tenait à l'hôtel dans son smoking sur mesure, grand, beau et souriant, mais ses yeux ont basculé vers sa mère avant de se poser sur moi. Juste une seconde, un réflexe. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Le prêtre a ouvert sa Bible. La cérémonie a commencé. Mes bien-aimés, nous sommes réunis ici. Un bruissement au premier rang, Marguerite de Courcy se levant, pas avec urgence, mais avec grâce, comme si c'était toujours le plan. « Père, si je peux me permettre, dit-elle, sa voix portant à travers l'église avec cette aisance pratiquée de quelqu'un à qui on n'a jamais dit non. J'aimerais dire quelques mots sur notre mariée. » Le prêtre a hésité, pris au dépourvu. Il a regardé Étienne. Étienne a regardé ses chaussures. Marguerite a marché jusqu'à l'hôtel. Quelqu'un lui a tendu un micro et je suis restée là, figée dans ma robe à 12 000 €, pendant que ma belle-mère se préparait à ruiner ma vie. « Je veux dire quelques mots sur Manon », a commencé Marguerite, souriant à l'Assemblée comme si elle acceptait un prix. 204 personnes ont souri en retour. Les sourires polis et anticipatifs des invités attendant un toast, un discours de bienvenue dans la famille, quelque chose de chaleureux, je savais mieux, je pouvais le voir dans l'inclinaison de son menton, la légère courbure au coin de sa bouche. Marguerite de Courcy était sur le point de faire son numéro. « Manon est charmante », a-t-elle dit. « Dites, vraiment, elle l'est. Elle vient de circonstances si modestes, elle a gravi les échelons, elle s'est sortie de, comment appelle-t-il ça, le 9-3. Un rire léger a parcouru la foule. La façon dont les gens rient de choses qui ne sont pas tout à fait des blagues. Et elle est ambitieuse. Vous devez admirer ça. Une jeune femme avec si peu d'avantages trouvant son chemin dans notre petit monde. Marguerite a fait un geste vers l'église. Les fleurs, le cristal et la soie et l'argent ancien dégoulinant de chaque surface. C'est presque comme un conte de fées. Mes mains tremblaient, j'ai serré mon bouquet plus fort. Bien sûr, elle a besoin d'un peu de raffinement. Nous y travaillons. Le regard de Marguerite a balayé jusqu'au 4e rang vers ma mère. Et voici sa mère, Hélène, n'est-ce pas? Une couturière. Et elle a fait cette robe elle-même. Silence. Puis Marguerite a souri. Ce sourire tranchant comme un couteau que j'avais vu 100 fois lors des dîners de famille. Ça se voit toujours. Quelques gloussements, nerveux maintenant, mal à l'aise. Mais Marguerite n'avait pas fini. Elle s'est approchée du rang de ma mère, micro toujours en main, la voix tombant à ce qu'elle pensait probablement être un murmure confidentiel. « Ce n'est pas une mère, a-t-elle dit, assez fort pour que les 50 personnes les plus proches entendent. C'est une erreur dans une robe. » Le micro a capté chaque mot. 204 personnes l'ont entendu. Je l'ai entendu. Ma mère l'a entendu. Elle n'a pas levé les yeux, n'a pas réagi. Elle est restée assise là, les mains jointes sur ses genoux, fixant le programme comme si elle pouvait disparaître dans le papier. La façon dont elle avait appris à disparaître toute sa vie. Richard de Courcy a ri. Pas un gloussement, un rire franc, la tête en arrière comme si sa femme venait de raconter la blague la plus drôle du monde. Étienne se tenait à l'autel, ne disait rien, ne faisait rien. Sa mère venait de traiter la mienne d'erreur, et il regardait ses chaussures comme s'il étudiait les coutures.
J'ai senti la bague à mon doigt. Métal froid, lourd. À ce moment-là, j'ai tout compris. Chaque compliqué, chaque présentation retardée, chaque fois qu'il m'avait serré la main au lieu d'ouvrir la bouche. Je n'épousais pas un partenaire, j'épousais un lâche, ça suffit. Les mots sont sortis de ma bouche avant que je ne sache que je parlais. Bas, clair et stable comme un scalpel. Marguerite s'était retournée, sourcils levés, amusée. « Pardon? » J'ai dit que ça suffit, ai-je dit. Je me suis avancée, j'ai pris le micro de ses mains. Elle m'a laissé faire, trop surprise pour résister, et j'ai fait face à l'assemblée. Ma mère n'est pas une erreur, ma voix a résonné dans cette église ancienne. Elle a travaillé 18 heures par jour pour que je puisse me tenir ici. Elle a renoncé à tout ce qu'elle avait pour que je puisse avoir quelque chose de mieux. Et elle vaut plus que chaque personne dans cette pièce qui a ri. Je me suis tournée vers Étienne, j'ai attendu. Il m'a regardé, puis sa mère, puis ses chaussures. J'ai retiré la bague de mon doigt. Le diamant a capté la lumière une dernière fois, des arcs-en-ciel fracturés se dispersant sur l'autel. Je l'ai posé doucement sur la balustrade, comme on dépose des fleurs sur une tombe. Le mariage est annulé, ai-je dit dans le micro. Je m'excuse pour le dérangement. 204, allaitement. Je suis descendue de l'autel et je suis allée directement au 4e rang. « Viens, maman », ai-je dit en lui prenant le bras. « On s'en va. » Elle s'est levée, tremblante, confuse. « Ma chérie, non. »« Maman, on a fini ici. » Je l'ai conduite vers la sortie, passant devant les fleurs, les bougies et les invités qui étaient venus voir un conte de fées et avaient eu une révolution à la place. Mais je n'avais pas fini, loin de là. Les portes de l'église se sont refermées derrière nous, coupant le murmure de 200 voix stupéfaites. Dehors, le soleil de juin était trop brillant, trop joyeux, complètement inadapté à ce qui venait de se passer. Je me tenais sur les marches de l'église de la Madeleine, dans une robe de mariée que je n'utiliserai plus jamais, tenant le bras de ma mère comme si elle allait s'effondrer. « Manon !» Sa voix était à peine un murmure. « Manon, tu n'étais pas obligée. » Si, je l'étais. Mes mains ne tremblaient plus. Quelque chose s'était installé en moi. Pas exactement le calme, mais la clarté. Une clarté cristalline. Richard de Courcy a franchi les portes derrière nous. Son visage avait la couleur d'un steak cru. « Jeune fille, vous venez de commettre la plus grosse erreur de votre vie. » Je me suis retournée. Il s'est arrêté. Quelque chose dans mon expression l'a fait s'arrêter. 4,7 millions d'euros. Je l'ai dit doucement, sur le ton de la conversation, comme si je parlais de la météo. Société Écran, Meridiana Consulting, je sais. Le rouge a quitté son visage, laissant derrière lui quelque chose de gris, quelque chose d'effrayé. « Quoi ?» Il a dégluti. « De quoi parlez-vous ?»« Je suis auditeur, monsieur de Courcy, auditeur interne pour votre entreprise. » J'ai souri, pas un gentil sourire. « Pensiez-vous vraiment que je ne remarquerais pas ?» Il m'a fixé. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson. Derrière lui, les portes de l'église se sont rouvertes. Marguerite, Étienne, un groupe de parents confus. Richard? La voix de Marguerite était tranchante. « Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle dit? » Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait descendre Hélène de ses marches, mes talons claquant sur la pierre, ma traîne traînant dans la poussière. « Manon, attends. » La voix d'Étienne était désespérée maintenant. « Manon, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. » Je ne me suis pas retournée. Ma mère tremblait. Si c'était de l'humiliation, du soulagement ou de la peur, je ne pouvais pas le dire. Je l'ai tenue plus fort. « Ça va, maman ?» ai-je dit. On rentre à la maison. Nous sommes montés dans un taxi. Le chauffeur a regardé ma robe de mariée, a regardé nos visages et n'a sagement rien dit. Alors que nous nous éloignions de l'église, j'ai vu Richard de Courcy toujours debout sur les marches, le téléphone pressé contre son oreille, gesticulant frénétiquement vers quelqu'un. « Bien, laissez-le paniquer. »« Manon ?» La voix de ma mère était petite. « Que voulais-tu dire à propos de l'argent? » J'ai pris sa main, je l'ai serrée. Ses doigts étaient rugueux contre les miens, calleux par 30 ans de travail. « Je voulais dire, ai-je dit, que je n'en ai pas fini avec eux. Loin de là. Le taxi a tourné au coin de la rue. L'église a disparu derrière nous. J'ai mis la main dans ma poche. J'ai senti le mouchoir brodé que ma grand-mère avait apporté d'Italie. On ne sait jamais quand on aura besoin de preuves. J'avais passé 6 mois à trouver des preuves. Et maintenant, j'allais les utiliser.
L'appartement de Montreuil n'avait pas changé en 20 ans. Même tache d'eau au plafond, même grincement dans la troisième latte du parquet, même odeur d'adoucissant et de café instantané. Ma mère s'est assise sur le canapé, son lit en réalité, bien qu'elle ne l'appellerait jamais ainsi, et a fixé le mur. J'avais accroché ma robe de mariée sur la porte de la salle de bain. Elle avait l'air ridicule, là. Toute cette soie et ces perles entassées dans une salle de bain de 3 mètres carrés, mais je ne pouvais plus la regarder. « Je suis tellement désolée, ma chérie. » La voix d'Hélène s'est brisée. « C'est de ma faute. Si j'étais restée silencieuse, si je n'avais pas porté cette robe. » « Maman. » Je me suis assise à côté d'elle, j'ai pris ses mains dans les miennes. « Tu n'as rien fait de mal. Elle, si. Mais tu as perdu. » « Je n'ai rien perdu. » Les mots sont sortis féroces, certains. Je me suis échappée. Il y a une différence. Elle m'a regardée alors, m'a vraiment regardée. Et quelque chose dans ses yeux a changé. « Qu'est-ce que tu vas faire? » Je suis restée silencieuse un moment. À travers les murs fins, je pouvais entendre la télé des voisins, un présentateur de jeux télévisés criant à propos de prix. Une vie normale, des problèmes normaux. « Je vais les faire payer », ai-je dit. Légalement, publiquement, je vais m'assurer que tout le monde sache ce qu'ils sont vraiment. Les mains de ma mère se sont serrées sur les miennes. « Comment? » Je me suis levée, j'ai marché jusqu'au placard, j'ai sorti la boîte que je remplissais depuis 6 mois. Carnet, impression, capture d'écran, tout ce que j'avais documenté depuis ce premier email égaré. « Je les surveille », ai-je dit. « Les de Courcy. Il y a quelque chose qui ne va pas avec leur fondation. De l'argent qui disparaît. Des transferts vers des entreprises qui n'existent pas. Je pensais être paranoïaque, mais après ce soir, j'ai posé la boîte sur la table basse, je l'ai ouverte. Après ce soir, je vais découvrir exactement jusqu'où ça va. » Ma mère a regardé la boîte, les papiers, moi. « Ça pourrait être dangereux, » a-t-elle dit. « Je sais. » « Ils ont de l'argent, des avocats, du pouvoir. » « Je sais. » Elle était silencieuse. Puis elle a tendu la main et a touché mon visage comme elle le faisait quand j'étais petite. « Ta grand-mère est venue ici avec rien, » a-t-elle dit. Elle a tout construit à partir de zéro. Elle n'a jamais laissé personne lui dire qu'elle était inférieure. J'ai souri. Ça faisait mal. Je ne laisserai personne me dire ça non plus, maman. J'ai sorti mon téléphone, fait défiler jusqu'à un contact que je n'avais pas utilisé depuis 2 ans. Diane, droite à la Sorbonne, maintenant avocate spécialisée dans les droits civiques et les lanceurs d'alerte. « Diane, » j'ai tapé. « Je dois te parler de Courcy. » Les 3 points sont apparus presque immédiatement. J'attendais cet appel. Demain, 10h au cours. Paris, 9e. Je t'envoie dans l'adresse. J'ai fixé le message. Mon cœur battait la chamade. C'était réel. C'était en train d'arriver. Je n'étais pas seulement la fille qui avait quitté son mariage. J'étais sur le point de devenir la femme qui ferait tomber un empire. Le cabinet de Diane était au 3e étage d'un immeuble haussmannien près des grands boulevards, coincé entre une librairie et un restaurant thaï. Le genre d'endroit qui avait l'air modeste jusqu'à ce que vous remarquiez les caméras de sécurité. Elle m'a accueillie à la porte. 35 ans, cheveux noirs courts, blazer noir, des yeux à qui rien n'échappait. Nous avions été colocataires en première année, restés proches jusqu'au diplôme, éloignés quand les carrières nous ont tirés dans des directions différentes, mais elle n'avait pas hésité quand je l'avais contactée. « Manon », elle m'a serré dans ses bras, rapide et féroce. « J'ai vu les infos. » « Les infos? Quelqu'un a filmé? Le mariage? C'est partout sur Twitter. J'ai eu la nausée. Super. C'est en fait bon pour nous. » Elle m'a fait entrer dans son bureau, petit, soigné, des livres de droit partout. « La sympathie du public est de ton côté. Marguerite de Courcy ressemble à un monstre. » Je me suis assise, j'ai posé mon carnet sur son bureau. Je ne suis pas ici pour la sympathie. Les sourcils de Diane se sont levés. « Pourquoi es-tu ici? » « Pour ça. » J'ai ouvert le carnet, je lui ai montré ma documentation. 6 mois d'observation, l'email égaré. 3 autres transferts suspects, des modèles dans les rapports de dépenses de la Fondation qui ne correspondaient pas à leur déclaration publique. Elle a lu en silence, son stylo tapoté contre le bureau 1 fois, 2 fois. « Manon, » a-t-elle dit lentement, « si c'est que je pense que c'est. Je ne sais pas encore ce que c'est,
Mais quelque chose cloche et je veux découvrir quoi. Elle a fermé le carnet, m'a regardé durement. Tu comprends que ce que tu fais, les de Courcy ont des ressources, des avocats, des relations. Si tu t'attaques à eux et que tu as tort. Je n'ai pas tort, je ne le suis pas. Si tu as raison, a-t-elle continué, ils s'en prendront à toi avec tout ce qu'ils ont. Ils l'ont déjà fait. J'ai rencontré ses yeux. À mon mariage, devant tout le monde, ils m'ont montré exactement qui ils sont. Je leur rends juste l'appareil. Un sourire a tiré le coin de sa bouche. Toujours la même Manon, ne recule jamais devant un combat. Je choisis juste mieux mes batailles. Elle s'est adossée à sa chaise. OK, voici comment ça marche. Tu as besoin de plus que des transferts suspects. Tu as besoin de documentation, d'analyse médico-légale. Tu dois prouver l'intention. Comment je fais ça? Tu as besoin d'un expert comptable judiciaire. Quelqu'un qui peut tracer l'argent, vérifier les sociétés écrans, monter un dossier qui tiendra au tribunal. Elle a griffonné un nom sur un bloc-notes. Livia Martin, c'est la meilleure et elle me doit une faveur. J'ai pris le papier. Le nom semblait lourd dans ma main. Il y a autre chose, a dit Diane. Sa voix a baissé. La Fondation de Courcy a reçu 4 millions d'euros de subventions publiques l'année dernière. S'ils ont détourné cet argent, s'ils utilisent mal des fonds publics, ce n'est pas juste de la fraude. C'est du détournement de fonds publics et de l'abus de confiance. C'est du ressort de la brigade financière. Les mots sont restés suspendus dans l'air. Tu dis que... Je dis que si tu peux prouver ce que tu suggères, cela pourrait être l'une des plus grandes affaires de fraude caritative de l'histoire de Paris. Elle s'est penchée en avant. Mais ça doit être bien fait, tout légal, tout documenté, pas de raccourci. J'ai pensé aux mains de ma mère, aux callosités, aux cicatrices. Pas de raccourci, ai-je convenu. Juste la vérité. Diane a hoché la tête. Alors commençons. Le bureau de Livia ressemblait à ce qui se passerait si un fichier Excel devenait une personne et avait besoin d'un endroit pour vivre. 3 écrans, un tableau blanc couvert d'organigrammes, des piles de papier organisées avec des onglets colorés. La seule touche personnelle était une plante morte sur le rebord de la fenêtre qu'elle avait apparemment abandonnée il y a des mois. Manon Benoît, elle m'a serré la main, poignée ferme. Pas de bêtises. 31 ans, cheveux en queue de cheval pratique, lunettes de lecture repoussées sur son front. Diane dit que vous avez quelque chose d'intéressant. Intéressant est un mot pour le dire. Nous avions travaillé ensemble brièvement chez Groupe de Courcy quand elle était consultante sur un audit de fusion. Elle était partie avant que je ne trouve les divergences, mais je me souvenais d'elle. Minutieuse, implacable et incapable de laisser un chiffre incorrect. J'ai étalé mes carnets sur sa table de conférence. 6 mois de documentation, chaque transfert suspect, chaque modèle qui ne collait pas. Elle les a étudiés en silence, les doigts traçant des colonnes, les lèvres bougeant alors qu'elle faisait des calculs dans sa tête. Quand vous étiez chez de Courcy, a-t-elle dit finalement, aviez-vous un accès autorisé à ces dossiers financiers? Tout ce que j'ai documenté faisait partie de mes tâches d'audit régulières. Donc, vous ne fouiniez pas, vous faisiez votre travail. Exactement. Elle a hoché la tête, a pris une note. Bien, nous n'utilisons que ce à quoi vous aviez un accès légitime. Pas de piratage, pas de vol, pas de zone grise, tout propre, tout défendable au tribunal. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons travaillé. Elle a sorti des registres publics, des dépôts de fondation, de la documentation de subvention, tout ce qui était disponible par les voies légales. Elle a recoupé mes observations internes avec des données externes. Elle a construit un cadre et ce qui a émergé était pire que ce que j'avais imaginé. Manon, elle a arrêté de taper, a enlevé ses lunettes. « J'ai besoin que vous vous asseyiez. » Je suis assise. Alors, restez assise. Elle a tourné l'un de ses écrans vers moi. Ce n'est pas 200 000 euros. Je trouve des divergences remontant à 8 ans. La société écran que vous avez signalée, Meridiana Consulting, n'est que l'une d'au moins 4. Et le total, elle a pointé un chiffre sur l'écran. 4,7 millions d'euros. Ce n'est pas une erreur, a-t-elle dit. Ce n'est même pas de la négligence. C'est un système. Quelqu'un a construit ça délibérément. L'argent arrive des subventions publiques
est acheminée via ces sociétés écrans et finit où? Elle a sorti un autre document, les registres du commerce et des sociétés. L'une des sociétés écrans, Beacon Vista Holdings, est enregistrée au nom d'une Margaret L. de Courcy. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Margaret, pas Richard. Margaret. La femme qui avait traité ma mère d'erreur. La femme avec les perles véritables et le sourire mondain. La femme qui m'avait regardée comme si j'étais de la boue sur ses chaussures de créateur. Elle n'était pas seulement cruelle. Elle était une criminelle. Ils volaient les foyers pour sans-abri, ai-je dit lentement. De l'argent public destiné aux gens qui n'ont rien et ils le volent depuis 8 ans. Livia a hoché la tête. Et maintenant, nous pouvons le prouver. J'ai regardé le chiffre à nouveau. 4 ou 7 millions d'euros. Cela faisait beaucoup d'erreurs dans des robes. Que fait-on ensuite? Comme, ai-je demandé. Livia a souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Maintenant, nous construisons un dossier que la brigade financière ne pourra pas ignorer. Je dois faire une pause ici pour un moment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous écoutez ceci et que vous avez déjà eu l'impression que quelqu'un vous a rejeté à cause de vos origines, de ce que faisaient vos parents ou de combien d'argent il y avait sur votre compte en banque, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Et ces gens, ils ne sont pas aussi puissants qu'ils veulent vous le faire croire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, avez-vous déjà été dans une situation comme celle-ci où quelqu'un vous a fait vous sentir petit et vous auriez aimé pouvoir faire quelque chose? Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous s'il vous plaît parce que ce qui arrive ensuite avec les de Courcy, vous ne voulez pas le manquer? Maintenant, laissez-moi vous parler de l'appel téléphonique qui a tout changé. 3 jours après le mariage qui n'a pas eu lieu, mon téléphone a vibré avec un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas. Mademoiselle Benoît, j'enquête sur la fondation de Courcy depuis 2 ans. Des sources me disent que vous pourriez avoir des informations pertinentes. Nous devrions parler. Discrétion garantie. Marc Valli, Le Monde. J'ai fixé l'écran, puis j'ai appelé Diane. Marc Valli? Elle avait l'air impressionnée. Il est sérieux. Il a sorti l'affaire de corruption à la mairie l'année dernière. Il est prudent, éthique, et il ne brûle pas ses sources. Est-ce que je devrais le rencontrer? Pas encore. Pas tant que nous n'avons pas déposé la plainte pour alerte éthique. Une fois que c'est fait, tu as une protection légale. Avant ça, tu es vulnérable. Mais elle m'a quand même donné son numéro. Quand le moment sera venu, a-t-elle dit, avoir un journaliste dans ton coin n'est pas une mauvaise chose. 2 semaines plus tard, après que Livia eut compilé son analyse initiale et que Diane eut rédigé la plainte au procureur, je l'ai appelée. Nous nous sommes rencontrés dans un bar à Saint-Germain, sombre, calme, le genre d'endroit où les gens vont pour ne pas être entendus. Marc Valli était exactement ce qu'on attend d'un journaliste d'investigation. 42 ans. Yeux fatigués, veste froissée, un dictaphone qu'il a posé sur la table entre nous comme un défi. Mademoiselle Benoît, il n'a pas souri, n'a pas perdu de temps. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez. Je vais vous demander ce que vous voulez. La question m'a prise au dépourvu. Que voulez-vous dire? Je veux dire, beaucoup de gens dans votre situation veulent de l'argent, de la vengeance, leur quart d'heure de gloire. Il a haussé les épaules. Je me fiche de tout ça. Je me soucie de la vérité. Alors, que voulez-vous? J'ai pensé à ma mère au 4e rang, au rire de Marguerite, aux 4-7 millions d'euros qui auraient dû aider des familles sans abri à dormir dans des lits au lieu de halls d'immeubles. Je veux la justice, ai-je dit, pour ma mère, pour les gens que cet argent était censé aider. Je veux que tout le monde sache ce que sont vraiment les de Courcy. Il m'a étudié pendant un long moment. Alors nous pourrions être en mesure de travailler ensemble. Il s'est penché en avant, a baissé la voix. J'ai une source à l'intérieur de la brigade financière. Ils surveillent la fondation de Courcy depuis des années, mais ils n'ont jamais eu assez pour une perquisition. Jamais eu personne de l'intérieur. Ma bouche est devenue sèche. Et maintenant, ils pourraient vous avoir. Ses yeux n'ont pas vacillé. Si vous êtes prête, j'ai pensé aux avertissements de Diane, aux risques, au pouvoir qu'avaient les de Courcy. Puis j'ai pensé au mouchoir de ma grand-mère dans ma poche, à une femme qui est venue dans ce pays avec rien et a refusé d'être battue. Je suis prête
ai-je dit. Marc a hoché la tête, juste une fois. Respect. Alors faisons-les tomber. La première lettre est arrivée exactement une semaine après que je sois sortie de cette église. Chère mademoiselle Benoît, votre emploi chez Groupe de Courcy a été résilié avec effet immédiat conformément à l'article 12, 4 de votre contrat de travail. Violation des clauses de confidentialité. Je l'ai lu 3 fois. Violation de confidentialité. Comme si j'avais divulgué des secrets commerciaux au lieu de documenter une fraude. La deuxième lettre est arrivée le lendemain, en tête d'un cabinet d'avocats. Le genre de cabinet qui facturait 800 € de l'heure pour faire disparaître les problèmes. Déclaration diffamatoire faite lors de l'événement du 14 juin, demande de rétractation immédiate, prêt à engager des poursuites judiciaires. Ils appelaient mon discours à l'autel de la diffamation, ma défense de ma mère, ma déclaration de vérité fondamentale. Étienne a appelé ce soir-là. Manon. Sa voix était épuisée. Tu dois arrêter. Quoi que tu fasses, Tiz, tu dois arrêter. Quoi que je fasse. Je ne sais pas ce que tu as dit à mon père, mais ils sont. Il a fait une pause. Ils ont peur. Et quand ils ont peur, ils sont dangereux. M'appelles-tu pour me prévenir, Étienne, ou pour me menacer? J'appelle parce que je. Une autre pause plus longue. Parce que je tiens à toi. Tu tenais tellement à moi. Tu es resté là pendant que ta mère traitait la mienne d'erreur. Silence. Appelles-tu pour me protéger? Ai-je demandé. Ou pour les protéger eux? Il n'a pas répondu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse. Adieu, Étienne. J'ai raccroché. Cette nuit-là, une berline noire s'est garée devant l'appartement de ma mère. Elle est restée là pendant 3 heures, moteur au ralenti, vitres teintées. J'ai photographié la plaque d'immatriculation, je l'ai envoyée à Diane. Ils essayaient de t'intimider, a-t-elle répondu par texto. Coup classique. Ça veut dire que tu les touches. J'ai regardé par la fenêtre cette voiture, l'ombre derrière le volant. Il y a 2 mois, j'aurais été terrifiée. Il y a 2 mois, j'aurais reculé, mais c'était avant que Marguerite de Courcy ne m'apprenne que le silence n'était qu'un autre mot pour la reddition. J'ai sorti le mouchoir de ma grand-mère, passé mon pouce sur les myosotis brodés. Ils ont peur, ai-je dit à voix haute à personne, à moi-même. Bien. Le lendemain matin, la berline était partie. Mais je savais qu'ils n'avaient pas fini, et moi non plus. Livia m'a appelé un jeudi après-midi, 3 semaines après le mariage. « Peux-tu venir maintenant? » Quelque chose dans sa voix m'a fait attraper mon manteau sans poser de questions. Quand je suis arrivée à son bureau, elle était debout devant le tableau blanc. Elle avait effacé les organigrammes que j'avais vus auparavant. À leur place se trouvait un seul diagramme, une toile de ligne reliante des cases avec des dates et des montants en euros. « Assieds-toi, a-t-elle dit. Dis. Tu n'arrêtes pas, de me dire ça parce que je n'arrête pas d'en avoir besoin. Je me suis assise. Les 200 000 € que tu as signalés, le virement Meridiana Consulting. Elle a pointé une case en haut du diagramme. Ce n'était rien. C'était un test peut-être ou une erreur. Qu'est-ce que tu veux dire par rien? Je veux dire, j'ai trouvé le reste. Elle m'a tendu une impression, des pages et des pages de transactions, de sociétés écran, de numéros de routage, 8 ans de données recoupées avec leurs dépôts publics, leurs demandes de subventions. J'ai scanné les pages, les chiffres se brouillaient. Qu'est-ce que je regarde? Tu regardes 4 ou 7 millions d'euros, a-t-elle dit d'un ton plat. Pas 1, budget 2, ce que je pensais au début. 4 ou 7 millions d'euros détournés de la Fondation de Courcy vers des comptes privés sur 8 ans. Je ne pouvais plus respirer. Et ça empire. Elle a tourné une autre page. Tu vois cette société Écran, Beacon Vista Holdings, tu l'as mentionnée avant. La société de Marguerite, non, mais regarde ce qu'elle a reçu. Elle a encerclé un nombre. 3 à 2 millions de ces 4,7 directement vers une société à son nom. J'ai fixé le chiffre. L'argent qui était censé aider les familles sans-abri est allé à Marguerite de Courcy. Livia a hoché la tête. La femme qui vit dans un hôtel particulier à Neuilly, qui porte des perles qui coûtent plus cher que les voitures de la plupart des gens. Cette femme vole les sans-abri depuis près d'une décennie. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Elle a traité ma mère d'erreur, ai-je dit lentement, tout en portant des bijoux volés, debout dans une église payée avec des dons volés, regardant de haut une femme qui a travaillé plus dur en 1 an qu'elle ne l'a fait dans toute sa vie.
Livia était silencieuse. « Manon, a-t-elle dit finalement, c'est plus gros que ton mariage, c'est du pénal, cela pourrait faire tomber toute la famille. » J'ai pensé au visage de Richard de Courcy quand j'ai mentionné la société écran, la peur, la pâleur soudaine. Ils savent, ai-je dit. Ils savent ce qu'ils ont fait, et ils savent que je sais, c'est pourquoi nous devons agir vite. Livia a redressé les papiers. J'ai préparé une analyse médico-légale complète, chaque transaction, chaque connexion, chaîne de possession, documentation source, tout ce dont la police aura besoin. Dans combien de temps pouvons-nous déposer? Diane finalise la plainte maintenant. Nous devrions être prêtes dans une semaine. Une semaine, 7 jours avant que les deux Courcy n'apprennent que la fille de la couturière n'était pas juste une mariée humiliée. Elle était le témoin qui allait les finir. Étienne est apparu à ma porte sans prévenir 2 jours avant que nous ne prévoyions de déposer la plainte. Il avait l'air terrible, mal rasé, des cernes sous les yeux. Sa chemise était froissée. Étienne, qui n'avait jamais porté une chemise froissée de sa vie. Manon, il se tenait dans le couloir comme s'il avait peur de s'approcher. « On peut parler ?» Je ne l'ai pas invité à entrer. « Parle. »« Je sais ce que tu fais, je sais que tu as. » Il a dégluti. « Enquêter sur la fondation, je sais. » Mon sang s'est glacé. « Comment sais-tu ça? »« Est-ce que ça compte? » Il a passé une main dans ses cheveux. Mes parents perdent la tête. Avocates, détectives privés, ils essaient que de découvrir ce que tu as. Et tu es venu ici pour me prévenir. Je suis venu ici parce que... Il s'est arrêté, a recommencé. Parce que j'aurais dû dire quelque chose au mariage. J'aurais dû me lever. Oui, tu aurais dû. J'ai été un lâche. Sa voix s'est brisée. J'ai toujours été un lâche. Toute ma vie, j'ai fait ce qu'ils voulaient parce que c'était plus facile. Parce qu'ils ont tout. Ils pourraient tout me prendre. Je me suis appuyée contre le chambranle de la porte. Alors, qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à écouter. Il m'a vraiment regardé pour la première fois depuis l'église. J'ai entendu des choses, des conversations. Mes parents parlaient de la fondation, d'argent, de... Il a secoué la tête. Des choses qui n'avaient pas de sens jusqu'à ce que tu dises ce nom. Meridiana. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas confirmé. J'ai accès, a-t-il dit doucement, aux emails, aux registres, des choses que tu n'aurais pas pu voir en tant qu'auditeur. Je pourrais? Il a hésité. Je pourrais t'en donner plus. Pourquoi ferais-tu ça? Parce qu'ils ont tort. Sa voix était à peine un murmure. Ce qu'ils font, ce qu'ils t'ont fait. À ta mère. C'est mal, et je suis fatiguée de prétendre que ce ne l'est pas. Je l'ai étudié. Le garçon que j'avais aimé ou cru aimer. L'homme qui était resté silencieux quand il aurait dû rugir. « Tu veux mon pardon? » ai-je dit. « Non. » Il a secoué la tête. « Je ne mérite pas ça. Je veux juste. » Il a fait une pause. « Je veux faire la bonne chose, même si c'est trop tard. » J'ai pensé aux avertissements de Diane, au risque d'accepter de l'aide de quelqu'un à l'intérieur de la famille de Courcy, à la possibilité que ce soit un piège. Mais j'ai aussi pensé aux preuves dont Livia avait besoin, aux connexions qui pouvaient sceller l'affaire. « Si tu veux faire la bonne chose, ai-je dit, parle à mon avocat, pas à moi, et apporte tout ce que tu as. » Il a hoché la tête lentement. « Je peux faire ça. Et Étienne, j'ai attendu qu'il rencontre mes yeux. Ça ne change rien entre nous. Tu comprends ça? » « Je sais, » a-t-il dégluti. « Je t'ai perdu au moment où je suis resté silencieux. Je le sais depuis l'église. » Il s'est tourné pour partir. « Étienne? » Il s'est arrêté. « Pourquoi maintenant? Vraiment? » Il est resté silencieux un long moment. « Parce que j'ai regardé ma mère dans cette église, » a-t-il dit, rire pendant que la tienne pleurait. Et j'ai réalisé. Sa voix s'est brisée. J'ai réalisé que je ne veux jamais devenir elle. Je ne veux jamais être cette personne. Il s'est éloigné sans se retourner. J'ai fermé la porte et je me suis demandé si je venais de gagner un allié ou si j'avais commis la plus grande erreur de ma vie. La salle de conférence de Diane semblait différente le jour où j'ai signé. Les mêmes livres de droit, les mêmes meubles pratiques, mais l'air était plus épais d'une certaine manière, chargé du poids de ce que nous étions sur le point de faire. 127 pages. C'était la longueur de la plainte.
127 pages de documentation, d'analyse et de preuves compilées par l'équipe juridique de Diane, vérifiées par le travail de Livia et soutenues par tout ce que j'avais rassemblé au cours de 6 mois d'observation et d'attente. Une fois que tu signes ça, a dit Diane, il n'y a pas de retour en arrière. La plainte est déposée auprès du procureur de la République. Une enquête formelle est ouverte et tu deviens un lanceur d'alerte protégé par la loi Sapin 2. Ce qui signifie que si les de Courcy essaient de riposter, de te virer, de te poursuivre, de t'intimider, ils ajoutent l'entrave à la justice à leur liste de charges. Elle a presque souri. Ils nous donneraient encore plus de preuves. Livia était assise à côté de moi, calme et stable. Elle avait travaillé 18 heures par jour la semaine passée, revérifiant chaque chiffre, chaque connexion. « C'est solide », a-t-elle dit. « La piste est propre. La police aura tout ce dont elle a besoin. » J'ai regardé les papiers tasses devant moi. 127 pages de vérité. J'ai pensé à ma mère au 4e rang, au mouchoir dans ma poche, à ma grand-mère qui est venue dans ce pays avec rien et a construit une vie à force de refus d'abandonner. J'ai pensé à Marguerite de Courcy dans ses perles, riant de la robe de ma mère, et j'ai signé. Mon nom semblait étrange sur la page, petit mais permanent. « C'est fait », a dit Diane. « C'est fait. » J'ai expiré. Pendant des mois, j'avais rassemblé des preuves en secret. Pas sûr si j'étais paranoïaque ou si j'avais raison. Pas sûr si tout cela compterait. Maintenant, c'était réel, officiel, inarrêtable. Mon téléphone a vibré. Marc Valli. La police veut nous rencontrer. Ils appellent comme ça une priorité. L'affaire pourrait être plus grosse que nous ne le pensions, peut-être liée à des élus municipaux. J'ai montré le message à Diane. « Eh bien, a-t-elle dit, on dirait que les de Courcy vont passer une très mauvaise semaine. » J'ai rangé mon téléphone. Ma mère m'avait appris à tout noter, à garder des preuves, à me protéger. Elle ne savait juste pas qu'un jour, j'utiliserais ces leçons pour protéger tous ceux que les de Courcy avaient volés. La fille de la couturière était sur le point de faire tomber un empire. Les locaux de la brigade financière sentaient le café et le papier et l'urgence à peine contenue. Le capitaine Rinaldi m'a rencontré à l'ascenseur. 50 ans, cheveux poivre et sel, un visage qui avait vu trop de mensonges pour croire quoi que ce soit facilement. Il m'a serré la main avec une poigne ferme, mais pas inamicale. « Mademoiselle Benoît », sa voix était égale, professionnelle. « Merci d'être venue. » La salle d'interrogatoire était exactement ce à quoi on s'attend. Stérile, calme, une table avec un appareil d'enregistrement au centre. Mais il y avait quelque chose dans l'attitude de Rinaldi qui semblait presque respectueux, comme s'il était reconnaissant que je sois là. « Je vais être direct », a-t-il dit en s'installant dans sa chaise. Nous surveillons la fondation de Courcy depuis 5 ans. Chaque fois que nous nous rapprochions, la piste refroidissait. Avocat, société écran, impasse, qu'est-ce qui a changé? Il m'a regardé fixement. « Je ne sais, vous ?» Il a ouvert un dossier sur la table. J'ai reconnu l'analyse de Livia. Votre documentation comble des lacunes que nous ne pouvions pas combler, relie des points que nous ne pouvions pas relier et combinée aux témoignages que votre avocate a transmis de M. Étienne de Courcy. Il a fait une pause. Nous avons assez pour un mandat. Étienne avait tenu parole. Il avait tout donné à Diane. Emails, mémos internes, même des enregistrements de conversations qu'il avait eues avec ses parents. Ce n'était pas assez pour que je lui pardonne, mais c'était assez pour compter. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, nous bougeons vite. » Rinaldi s'est penché en avant. Les de Courcy ont des ressources. S'ils ont vent que nous arrivons, ils commenceront à détruire des preuves, déplacer de l'argent, cacher des traces. Nous devons exécuter des mandats de perquisition avant qu'ils ne comprennent ce qui leur arrive. Quand? 3 jours. Il a croisé mon regard. Et j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, mademoiselle Benoît. Cette affaire pourrait être plus grande que juste la fondation. Certaines des pistes d'argent mènent à des contrats municipaux, des dons politiques. Cela pourrait toucher beaucoup de gens puissants. J'ai pensé à la berline noire devant l'appartement de ma mère, aux lettres de menaces, au sourire de Marguerite de Courcy. « Je comprends. » Rinaldi a hoché la tête une fois. Respect. « Nous aurons besoin que vous témoigniez éventuellement.
Êtes-vous prête pour ça? J'ai pensé au fait de me tenir à cet hôtel, de trouver ma voix quand tout le monde s'attendait à ce que je reste silencieuse. Je me prépare à ça toute ma vie, ai-je dit. Je ne le savais juste pas. Il a presque souri. Alors faisons-les tomber. Mon téléphone a vibré alors que je quittais le bâtiment. Numéro inconnu. Tu penses avoir gagné? Nous savons tout. Ce n'est pas fini. Le message avait été envoyé d'un numéro lié à l'une des sociétés écran. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai transféré à Rinaldi. Les preuves d'intimidation. J'ai tapé. Merci de rendre mon dossier plus fort. Puis je suis sortie dans l'après-midi parisien. Et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. Le matin de la descente de police, je me suis réveillée avec les flashs d'information. Mon téléphone s'est allumé d'alerte. La police perquisitionne le siège du groupe de Courcy. La dynastie immobilière parisienne sous enquête fédérale. 2 arrestations dans l'enquête sur la fraude caritative. Je me suis assise dans l'appartement de ma mère, le café refroidissant dans mes mains, et j'ai regardé tout se dérouler à la télévision. Des images de l'avenue Foch, des agents de police portant des cartons hors de l'hôtel particulier de Courcy, des sacs de preuves, du matériel informatique, et Marguerite de Courcy descendant ses propres marches en menottes. Pas de perles, pas de cheveux parfaitement coiffés, pas de sourire mondain, juste une femme de 60 ans dans un blazer froissé, le visage pâle, les yeux fous d'incrédulité, conduite vers un véhicule en attente comme tout autre criminel dans toute autre arrestation de l'histoire. Richard était derrière elle, main menottée, visage gris, ne riant plus maintenant. Ma mère est sortie de la cuisine et s'est tenue à côté de moi. Est-ce que c'est? Oui, nous avons regardé en silence. Le présentateur parlait de charges d'abus de confiance, de détournement de fonds, d'argent de charité détourné vers des comptes privés, d'une enquête qui se construisait depuis des années. Il a mentionné un lanceur d'alerte anonyme. Quelqu'un à l'intérieur de l'organisation. Manon. La voix de ma mère était calme. C'est toi qui as fait ça? Je l'ai regardée, la femme qui avait travaillé 18 heures par jour pour que je puisse avoir un avenir. La femme que Marguerite de Courcy avait appelée une erreur. Oui, maman, je l'ai fait. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a tendu la main et a pris la mienne. Ses doigts étaient rugueux contre les miens, calleux par 30 ans de travail, mais sa poigne était forte. « Je ne suis pas heureuse que quelqu'un doive être arrêté », a-t-elle dit doucement. « Mais je suis fière de toi, ma chérie. Si fière. » Mon téléphone a vibré. Diane, ils ont tout trouvé. Double comptabilité, email, registre bancaire. Les de Courcy sont finis. Puis un autre message. Et il y a plus. Groupe de Courcy convoque une réunion d'urgence du conseil d'administration demain. Ils vont essayer de contrôler la narration. La presse sera là. J'ai fixé l'écran. Manon, ma mère regardait mon visage. Qu'est-ce qui t'est? Maman, la réunion du conseil. J'ai dit qu'ils allaient essayer de manipuler ça, faire passer ça pour un malentendu. Peuvent-ils faire ça? J'ai pensé à Marguerite de Courcy, qui, même en menottes, calculait probablement son prochain coup. Ils peuvent essayer. Je me suis levée. Mais je ne vais pas les laisser faire. Je dois faire une pause ici, parce que nous sommes sur le point d'arriver à la partie que tout le monde me demande à propos de la réunion du conseil. Le moment où je suis retournée chez Groupe de Courcy, non pas comme la mariée humiliée, non pas comme l'auditeur viré, mais comme quelque chose d'autre entièrement. Avant d'y arriver, si vous regardez encore, vous êtes mon genre de personne. Vous croyez en la justice. Vous croyez que les gens ne devraient pas s'en tirer avec la cruauté juste parce qu'ils ont de l'argent. Alors, faites-moi une faveur. Cliquez sur ce bouton d'abonnement, laissez un commentaire et dites-moi si vous étiez à ma place. Iriez-vous à cette réunion? Les affronteriez-vous à nouveau? Je veux savoir ce que vous feriez. OK, laissez-moi vous raconter le matin le plus terrifiant et le plus satisfaisant de ma vie. La veille de la réunion du conseil, nous nous sommes réunis dans le bureau de Diane. Moi, Diane, Livia et Marc, conseil de guerre. Ils vont prétendre que c'est un malentendu, a dit Marc en feuilletant ses notes. Une source anonyme me dit que leur agence de relations publiques a fait des heures supplémentaires. Le script était irrégularité comptable, examen interne, coopération totale avec les autorités, contrôle des dommages standards.
Ils ne peuvent pas se sortir des menottes par le baratin, a dit Livia. Ils vont essayer. Diane s'est adossée à sa chaise. Richard et Marguerite sont sortis sous caution. 2 millions chacun. Ils seront à la réunion du conseil pour défendre pourquoi ils devraient rester en charge pendant que le malentendu est trié. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Diane a secoué la tête. Rien. Tu as fait ta part, la police a les preuves. Laisse le système fonctionner. Ce n'est pas suffisant. Tout le monde m'a regardé. Ils vont se lever dans cette salle, devant les caméras et les journalistes et les membres du conseil et mentir, ai-je dit. Ils vont dire que tout cela est une erreur, qu'ils sont des victimes, que le vrai problème est quoi? Des employés mécontents, des procureurs mal avisés. J'ai pensé au visage de ma mère quand Marguerite l'a appelé une erreur. Je ne peux pas laisser ça arriver. Marc a parlé le premier. Tu pourrais y assister. La réunion du conseil est techniquement publique pour les actionnaires. Si elle est là, quoi? Diane a coupé. Si elle est là, quoi? Elle fait une scène, leur donne des munitions pour la peindre comme instable. Je ne ferai pas de scène. Ma voix était calme. Mais je peux faire une déclaration juste en étant là, juste en les laissant me voir. Diane a étudié mon visage pendant un long moment. Tu comprends les risques. Il pourrait prétendre au harcèlement, à l'intimidation. Je ne vais menacer personne. Je ne vais rien perturber. J'ai rencontré ses yeux. Je vais juste rester là et leur rappeler que j'existe, que la femme qu'ils ont essayé de détruire n'est pas détruite. Silence. Puis Marc a souri, le premier sourire sincère que j'avais vu de sa part. Ça pourrait vraiment marcher. Livia a hoché la tête lentement. Cela enverrait un message au conseil, à la presse. Diane a soupiré. Bien, mais on le fait intelligemment. Tu observes seulement à moins qu'il ne t'invite à parler. Et s'il te demande quoi que ce soit, tu t'en remets à ton avocat. Elle s'est pointée du doigt. Moi, d'accord? Cette nuit-là, je suis rentrée chez moi et j'ai essayé le blazer que j'avais porté à mon premier entretien d'embauche chez Groupe de Courcy. Noir, taillé, professionnel. Ma mère est apparue dans l'embrasure de la porte. C'est pourquoi? Demain. J'ai lissé les revers. Je vais à une réunion. Elle m'a observé un moment, puis elle a disparu et est revenue avec quelque chose dans les mains. Le mouchoir, celui avec les myosotis brodés. Prends ça avec toi, a-t-elle dit, pour que je sois là aussi. Je l'ai glissé dans la poche de mon blazer. Demain, je retournerai dans le bâtiment où j'avais été humiliée, virée et menacée. Et je le ferai avec le mouchoir de ma grand-mère sur mon cœur. La veille au soir, ma mère et moi sommes restées assises sur le vieux canapé jusqu'à bien après minuit. L'appartement était calme. À travers les murs fins, je pouvais entendre la télé des voisins. Une émission de télé-réalité où les gens concouraient pour de l'argent et de l'amour. Problèmes normaux? Enjeux simples. As-tu peur? A demandé Hélène. J'ai envisagé de mentir. Mais nous avions dépassé ce stade maintenant. Terrifiée, ai-je admis. Alors pourquoi le fais-tu? Je l'ai regardé, vraiment regardé, les rides autour de ses yeux gagnés par des décennies de travail, les mains qui avaient fait ma robe de diplôme. Ma robe de mariée, 1000 autres robes pour des gens qui n'ont jamais su son nom. Parce que si je ne le fais pas, ai-je dit, ils gagnent. Pas juste contre moi, contre tous ceux qu'ils ont jamais blessés. Chaque famille qui n'a pas reçu d'aide, parce que Marguerite de Courcy achetait des perles avec l'argent de leur subvention. Chaque personne qui a dormi dans la rue pendant qu'elle dormait dans un hôtel particulier. Ma mère était silencieuse. Et à cause de toi, ai-je ajouté doucement. Parce qu'elle t'a regardé, la personne la plus forte que je connaisse, et t'a appelé une erreur. Et elle a ri. Les yeux d'Hélène brillaient. J'ai besoin qu'il voie, ai-je dit. J'ai besoin que le monde entier voie que tu n'es pas une erreur, que je ne suis pas une erreur, que les choses dont ils ont essayé de nous faire honte, d'où nous venons, comment nous vivons, ce que nous avons dû faire pour survivre, ce sont les choses qui nous rendent fortes. Ma mère a tendu la main et a touché mon visage. Tu es tout comme ta grand-mère, a-t-elle dit. Elle est venue ici avec rien, mais elle n'a jamais laissé personne lui dire qu'elle était inférieure, toi non plus. Elle a souri, triste et fière à la fois. Toi non plus, tu ne le feras pas. J'ai posé ma tête sur son épaule comme je le faisais quand j'étais petite. Quoi qu'il arrive demain, ai-je dit, merci pour tout.
pour m'avoir appris à me battre. Elle a embrassé mes cheveux. Merci de te battre. Nous sommes restées assises là jusqu'à ce que la première lumière grise de l'aube se glisse par la fenêtre. Puis je me suis habillée pour la bataille. La tour de Courcy s'élevait sur 30 étages au-dessus du quartier de la Défense, tout en verre et acier et nuages reflétés. J'avais travaillé ici pendant 3 ans, traversé ce hall 1000 fois, mais je n'avais jamais ressenti son poids avant. L'intimidation intégrée dans chaque surface, conçue pour faire sentir aux gens ordinaires qu'ils sont petits. Aujourd'hui, je refuse de me sentir petite. Diane marchait à côté de moi. Costume noir, mallette, visage fermé. Le garde de sécurité au bureau a levé les yeux, m'a reconnu. Ses yeux se sont écarquillés. « Mademoiselle Benoît, vous n'êtes pas. Je veux dire, votre badge a été désactivé. » Je suis au courant. Diane s'est avancée. Ma cliente est témoin dans une enquête fédérale en cours et a le droit légal d'assister à cette réunion publique des actionnaires. Elle a produit un document. Voici le statut pertinent. Le garde a regardé le papier, m'a regardé, a appelé quelqu'un sur son téléphone. 5 minutes plus tard, nous étions dans l'ascenseur, montant vers le 30e étage. « Comment te sens-tu » Diane a demandé doucement, comme si j'étais sur le point d'entrer dans la fosse aux lions. « Vraiment » Elle a presque souri. Mais les lions n'ont plus de dents. Les portes se sont ouvertes. La salle du conseil avait des fenêtres du sol au plafond, une table en acajou, des carafes d'eau en cristal, 20 chaises autour de la table, toutes occupées. 30 autres observateurs le long des murs, actionnaires, avocats, et 5 journalistes avec des enregistreurs. Marc était parmi eux. Il m'a fait un signe de tête presque imperceptible. Et en bout de table, Richard de Courcy, Marguerite à côté de lui. Il semblait diminuer. Richard était pâle, son costume légèrement lâche comme s'il avait perdu du poids. Marguerite ne portait pas de perles. Elles avaient été saisies comme actifs. Ses cheveux étaient dans un chignon pratique. Pas de sourire mondain. Quand je suis entrée, la salle est devenue silencieuse. 20 visages se sont tournés. Les yeux de Marguerite ont trouvé les miens. Pendant un moment, quelque chose a vacillé sur son visage. Peur, rage, reconnaissance. Puis elle s'est reprise, a levé le menton, a forcé ce sourire froid. « Eh bien » a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde entende. « Si ce n'est pas la file qui pense avoir gagné. » Je n'ai rien dit. Diane et moi avons pris place le long du mur. J'ai croisé les mains sur mes genoux, gardé mon visage neutre. Marguerite s'est penchée vers Richard, a chuchoté quelque chose. Les jointures de Richard étaient blanches sur la table. « Commençons » a dit Henri Lefebvre depuis son siège près du bout de la table. Il était le plus grand actionnaire en dehors de la famille de Courcy, 65 ans, cheveux argentés, le genre d'homme qui n'avait pas survécu 50 ans dans l'immobilier parisien en ignorant dans quel sens le vent soufflait. Nous avons beaucoup à discuter. Richard de Courcy s'est levé, boutonnant sa veste avec des doigts qui n'étaient pas tout à fait stables. « Merci à tous d'être venus si rapidement. » Sa voix était contrôlée, mesurée, la voix d'un homme qui avait passé 40 ans à dominer les salles de conseil. Je sais qu'il y a eu des inquiétudes concernant les événements récents. Il faisait les 100 pas lentement, les mains jointes derrière le dos. Ce à quoi nous avons affaire est un malentendu, une enquête agressive basée sur des informations erronées, des irrégularités comptables. Il a fait un geste vague, montés en épingle par des individus avec des vendettas personnels. Ses yeux ont basculé vers moi juste une seconde. Groupe de Courcy a construit un héritage d'intégrité sur 4 générations. Nous n'allons pas laisser une ancienne employée mécontente détruire cela. Marguerite a hoché la tête à côté de lui, le menton haut. Nous coopérons pleinement avec les autorités, a continué Richard. Et je suis confiant que lorsque tous les faits seront mis en lumière, ce conseil verra que ces accusations sont sans fondement. Il s'est assis. Silence. Puis Henri Lefebvre s'est raclé la gorge. Richard. Sa voix était mesurée mais lourde. Avec tout le respect que je te dois, la police n'a pas exécuté de mandat de perquisition et procédé à des arrestations pour des irrégularités comptables. Ils ont saisi des preuves de fraude systématique remontant à 8 ans. Richard a ouvert la bouche. « J'ai vu la documentation du mandat », a continué Henri. « Nous l'avons tous vu. Ce n'est pas un malentendu. C'est criminel. » Marguerite s'est penchée en avant. « Henri, tu nous connais depuis 30 ans. »« Je vous connais.
Il l'a coupé. C'est pourquoi je n'ai jamais soupçonné, mais les preuves ne mentent pas. Et prétendre le contraire insulte tout le monde à cette table, murmure dans la salle. Je propose, a dit Henri, qu'avant de discuter du contrôle des dommages, nous entendions toutes les parties concernées. Il s'est tourné, m'a regardé directement. Mademoiselle Benoît, seriez-vous prête à vous adresser au conseil? La salle a retenu son souffle. Diane a touché mon bras. Tu n'es pas obligée. Mais j'étais déjà debout. Oui, ai-je dit. Je le ferai. J'ai marché jusqu'au bout de la table. 20 visages me regardaient. La mâchoire de Richard de Courcy était serrée. Les mains de Marguerite étaient serrées sur ses genoux. Je ne les ai pas regardées. Pas encore. Je m'appelle Manon Benoît, ai-je dit. Pendant 3 ans, j'ai été auditeur interne dans cette entreprise. Et pendant 6 mois, j'ai regardé quelque chose de mal se produire. J'ai fait une pause, laissé les mots se poser. Je ne suis pas ici pour parler de comptabilité. La police présentera ses preuves au tribunal. Je suis ici parce que quelqu'un dans cette pièce, j'ai finalement regardé Marguerite, a décidé que ma mère était une blague. La salle était silencieuse. À mon mariage, Madame de Courcy a pris un micro et a dit à 200 personnes que ma mère était, et je cite, « une erreur dans une robe ». J'ai gardé ma voix stable. Professionnelle, ma mère est couturière. Elle m'a élevée seule. Elle a travaillé 18 heures par jour pour que je puisse recevoir une éducation, pour que je puisse me tenir dans des pièces comme celle-ci. Le visage de Marguerite était de pierre. Et pendant que Madame de Courcy se moquait de la robe faite main de ma mère, elle portait des perles achetées avec de l'argent volé. J'ai laissé ça planer. De l'argent provenant de subventions publiques, de l'argent destiné aux foyers pour sans-abri, aux familles qui n'ont rien. J'ai fait un geste vers la pile de dossiers sur la table, l'analyse médico-légale que Livia avait préparée. 4,7 millions d'euros. Ce n'est pas un malentendu. C'est du vol aux personnes les plus vulnérables de cette ville. Richard s'est levé. Vous n'avez aucun droit. J'ai tous les droits. Ma voix n'a pas vacillé. J'étais l'auditeur qui a trouvé les divergences. J'étais l'employé qui a posé les questions. Et j'étais la femme que vous avez essayé de réduire au silence. Je me suis tournée vers Henri Lefebvre. Vous m'avez demandé de m'adresser au conseil. Voici ce que j'ai à dire. Les de Courcy ont construit leur réputation sur un mensonge. Ils ont volé à des gens qui n'avaient rien. Et ils l'ont fait tout en regardant de haut tous ceux qu'ils considéraient inférieurs à eux. J'ai regardé Marguerite une dernière fois. Ma mère n'est pas une erreur. Elle est la raison pour laquelle je me tiens ici. Et je vous promets, ma voix s'est durcie. Elle vaut plus que chaque perle volée que vous ayez jamais portée. Les portes de la salle du conseil se sont ouvertes. Le commissaire Rinaldi est entré avec 2 agents. Richard de Courcy, Marguerite de Courcy. Sa voix était calme, officielle. Vous êtes en état d'arrestation suite à une inculpation pour fraude, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Le visage de Marguerite est devenu blanc. Un agent a sorti des menottes, alors qu'ils emmenaient les de Courcy, devant les caméras, devant les journalistes, devant chaque membre du conseil qu'ils avaient jamais intimidé. Marguerite s'est tournée pour me regarder, ses yeux brûlants de fureur. Je n'ai pas détourné le regard. Les menottes se sont fermées avec un son comme un point à la fin d'une phrase. Richard de Courcy se tenait raide alors que l'agent sécurisait ses poignets, son visage de la couleur du ciment frais. 40 ans à commander des pièces, à faire des affaires, à être intouchable, terminé par un simple clic métallique. Marguerite était pire. Elle tremblait. « C'est une erreur !» Elle a sifflé à Rinaldi. « Savez-vous qui nous sommes ?»« Avez-vous une idée de ce que vous faites, monsieur ?» La voix de Rinaldi était totalement plate. « Je sais exactement qui vous êtes. C'est pourquoi vous êtes arrêté. » Les caméras des journalistes flashaient. Enregistreur tenu haut. C'était l'image qui ferait la une de tous les journaux télévisés pendant 1 semaine. Tu le regretteras. Les yeux de Marguerite m'ont trouvé à travers la pièce. Sauvage, désespéré. Tu n'es rien, tu n'es personne. Tu penses avoir gagné, mais nous avons des avocats. Nous avons. Marguerite. La voix de Richard était calme, vaincue. Arrête. Elle s'est arrêtée. Pendant un moment, ils se sont juste regardés.
40 ans de mariage, 4 générations d'héritage, et maintenant des menottes et des caméras et la longue marche de la honte. Richard de Courcy est démis de ses fonctions de président, avec effet immédiat, a annoncé Henri Lefebvre à la salle. Le Conseil nommera une direction intérimaire et coopérera pleinement avec les autorités. 2 agents ont conduit les de Courcy vers la porte. Marguerite est passée à 1 mètre de moi. « Tu paieras pour ça ?» a-t-elle chuchoté. « Quoi qu'il en coûte. » J'ai soutenu son regard. « Vos menaces ne me font plus peur, Madame de Courcy. » Ma voix était calme, presque gentille, et vous aurez tout le temps d'y réfléchir en prison. Les portes se sont fermées derrière eux, la salle a explosé. Les journalistes criaient des questions. Les membres du conseil se sont regroupés en conversation frénétique. Quelqu'un a renversé une carafe d'eau. Marc a croisé mon regard et a souri. Diane est apparue à mon coude. « Allons-y. Tu as fait tout ce pourquoi tu es venu. » J'ai hoché la tête, mais alors que je me tournais vers la sortie, je me suis arrêtée. Parce que là, dans le coin de la pièce, se tenait Étienne de Courcy. Il n'avait pas été arrêté. Le procureur avait confirmé sa coopération, lui accordant l'immunité en échange de son témoignage. Il était pâle, vide, regardant ses parents emmenés en menottes. Nos yeux se sont rencontrés. Je n'ai pas souri, je n'ai pas hoché la tête. Je l'ai juste regardé, l'homme qui était resté silencieux quand il aurait dû parler, qui avait finalement fait la bonne chose quand il était presque trop tard. Puis je suis sortie. Dans le hall, ma mère attendait. Elle se tenait près des ascenseurs, serrant son vieux sac à main, semblant complètement déplacée dans ce sanctuaire d'entreprise étincelant. Les gardes de sécurité la regardaient avec incertitude. « Maman. » Je me suis arrêtée. « Qu'est-ce que c'est que tu fais là? » J'ai regardé les infos. Sa voix était épaisse. « Je devais venir. » Elle a ouvert ses bras. J'y suis allée. Nous nous sommes tenus là dans le hall de groupe de Courcy, le bâtiment qui avait été témoin de mon humiliation et de mon triomphe, et nous nous sommes tenus. « Tu l'as fait, » a-t-elle chuchoté. « Tu l'as vraiment fait. »« Nous l'avons fait, » ai-je dit. « Tes leçons, ta force, c'est ce qui l'a fait. » Elle s'est reculée, m'a regardée, des larmes coulant sur son visage. « Rentrons à la maison, ma chérie. »« Oui, » j'ai souri. « Rentrons à la maison. » La nouvelle a éclaté comme un barrage. Le soir même, la fraude de la Fondation de Courcy était en tendance nationale. Tous les médias de Paris ouvraient avec l'histoire. Les images étaient partout. Marguerite de Courcy en menottes, visage tordu par la fureur. Le silence gris de Richard. La police portant des cartons de preuve hors de l'hôtel particulier. Exclusivité du monde. Un réseau de fraude caritative a détourné 4,7 millions d'euros des foyers pour sans-abri vers des comptes privés. La dynastie immobilière parisienne fait face à des accusations fédérales dans une affaire massive de fraude aux subventions. Le drame de la mariée lanceuse d'alerte mène à des arrestations. Internet avait des opinions. C'est la chose la plus satisfaisante que j'ai lue depuis des années. Cette couturière a élevé une sacrée fille. Marguerite de Courcy a dépensé de l'argent volé aux sans-abri et a eu l'audace de se moquer de la robe faite main de quelqu'un. Karma. J'ai essayé de ne pas lire les commentaires, j'ai échoué. Je les ai lus quand même. Dans notre appartement, ma mère et moi étions assises ensemble sur le vieux canapé, la télé en sourdine, nos téléphones vibrant de messages auxquels nous ne répondions pas. « Ça fait bizarre, » a-t-elle dit doucement. « Tous ces gens qui parlent de nous. Ils ne parlent pas de nous. » J'ai mis mon bras autour d'elle. Ils parlent de justice. Elle est restée silencieuse un moment. Mais Manon, elle s'est tournée vers moi. « Te sens-tu mieux maintenant que c'est fini? » J'ai réfléchi, vraiment réfléchi. « Je me sens libre, » ai-je dit finalement. Comme si j'avais porté quelque chose de lourd pendant des mois, et maintenant c'est parti. Heureuse? Pas exactement. J'ai essayé de trouver les bons mots. Je ne pense pas que quiconque gagne quand des gens vont en prison, même des gens qui le méritent. Mais je suis contente que la vérité soit sortie. Je suis contente que les gens qu'ils ont volés puissent obtenir justice. Elle a hoché la tête lentement. Mon téléphone a vibré à nouveau. Diane, le procureur confirme que le traitement de la récompense pour lanceur d'alerte est en cours. Estimation basée sur les fonds récupérés et les dommages et intérêts. On parle de 650 000 € minimum. J'ai fixé le message.
650 000 € pour avoir dit la vérité, pour avoir fait la bonne chose. Maman, ma voix est sortie étrange. Je dois te montrer quelque chose. Je lui ai tendu le téléphone. Elle a lu, relu, m'a regardé avec de grands yeux. C'est vrai? C'est vrai. Elle a commencé à pleurer. Pas de tristesse, pas de chagrin. Le genre de pleurs qui arrive quand quelque chose que vous n'avez jamais osé espérer devient soudainement possible. Je l'ai tenue. C'est aussi à toi, ai-je dit. C'est pour chaque journée de 18 heures. Chaque loyer qui nous a presque brisés, chaque sacrifice que tu as fait pour que je puisse avoir une chance. Elle a secoué la tête. Je n'ai rien fait. Tu as tout fait. Je me suis reculée, je l'ai regardé dans les yeux. Et maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. 3 mois plus tard, le monde avait avancé, mais les conséquences continuaient. J'ai suivi l'affaire de manière obsessionnelle. Chaque audience, chaque dépôt, chaque nouveau développement. Richard de Courcy faisait face à 14 chefs d'accusation. Fraude, blanchiment d'argent, complot. Ses avocats ont déposé motion après motion, mais les preuves étaient accablantes. L'analyse médico-légale de Livia, les emails internes, le témoignage d'Étienne. S'il était reconnu coupable de tous les chefs, il risquait 10 à 15 ans. Marguerite faisait face à 8 chefs d'accusation, une exposition légèrement moindre car son rôle était plus dissimulé. Mais Beacon Vista Holdings, la société écran à son nom, avait reçu 3,2 millions des fonds détournés. La femme aux perles allait répondre de chaque centime. Les deux étaient sortis sous caution, 2 millions chacun. Marguerite portait un bracelet électronique et ne pouvait pas quitter l'Île-de-France. Son passeport avait été remis. L'action groupe de Courcy s'était effondrée, en baisse de 60% par rapport à son sommet. L'entreprise était en mode restructuration sous supervision judiciaire. Le conseil avait nommé une équipe de gestion de crise. Le nom de Courcy, qui avait signifié quelque chose à Paris pendant 4 générations, signifiait maintenant tout autre chose. La fondation a été dissoute. Ses actifs légitimes restants ont été transférés à de vraies organisations d'aide aux sans-abri. Un administrateur judiciaire supervisait le processus et j'ai reçu la notification officielle de ma récompense, 650 000 €. C'est arrivé par lettre recommandée. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai appelé Diane. « C'est réel », a-t-elle confirmé. « Les fonds seront débloqués dans les 60 jours. Après impôts et mes honoraires, tu regardes à peu près 400 000 €. 400 000 €, plus d'argent que ma mère n'en avait gagné dans toute sa vie. Ce soir-là, Étienne m'a envoyé un email. « Manon, je sais que tu ne répondras probablement pas à ça. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses, mais je voulais que tu saches que je vais témoigner contre eux au procès. Oh, tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu, ça ne changera pas ce qui s'est passé entre nous. Ça ne compensera pas le mariage ou mon silence ou quoi que ce soit. Mais tu avais raison sur tout, et je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. Étienne, je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé l'email sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard pour être acceptées, mais au moins, il faisait enfin le bon choix. L'enseigne dans la vitrine disait « L'atelier d'Hélène, retouche et création ». Lettre dorée sur verre foncé. Élégant, mais pas prétentieux. Ma mère l'avait choisi elle-même. La boutique était petite, 75 mètres carrés à un coin de rue à Montreuil, à 2 rues de l'appartement où nous avions vécu toute mon enfance. Mais il y avait une bonne lumière, un agencement propre et assez de place pour 3 postes de couture. Plus important encore, elle lui appartenait. J'avais utilisé une partie de ma récompense pour l'apport. Le reste est allé dans l'équipement, l'inventaire et un coussin de fonctionnement de 6 mois pour qu'elle puisse construire sa clientèle sans panique. « Tu n'avais pas à faire ça », a-t-elle dit pour la 100e fois, passant ses doigts le long de la table de coupe. « C'est trop. »« Ce n'est pas assez ?» ai-je dit. « C'est 30 ans trop tard, mais c'est un début. » Le jour de l'ouverture était calme. Quelques voisins sont passés voir la nouvelle boutique. Une ancienne cliente du pressing en avait entendu parler et avait apporté 3 robes pour des retouches. Mais vers midi, quelque chose a changé. Une femme est entrée, la quarantaine, bien habillée, vaguement familière. Elle a regardé autour de la boutique, puis ma mère. « Vous êtes Hélène Benoît? »« Oui. »« J'ai vu les nouvelles sur votre fille, sur ce qu'elle a fait. Les yeux de la femme brillaient. Je possède une boutique dans le Marais, haut de gamme.
Nous utilisions un tailleur dans le 8e, mais... Elle a fait une pause. Je préférerais donner mon argent à quelqu'un de local, quelqu'un de vrai. Elle a tendu une carte à ma mère. Appelez-moi. J'aimerais discuter d'un partenariat. Après son départ, ma mère a fixé la carte pendant un long moment. Manon, a-t-elle dit, ça arrive. Ça arrive. Je l'ai serré dans mes bras. Ça allait toujours arriver. Tu avais juste besoin que quelqu'un te voie. Ce soir-là, je l'ai regardée fermer la boutique. Elle bougeait lentement, avec révérence, passant ses mains sur les machines à coudre, les rouleaux de tissu, la liste de prix manuscrite qu'elle avait faite elle-même. Elle s'est arrêtée à la fenêtre, a touché la vitre où l'enseigne était accrochée. « Hélène, a-t-elle dit doucement. « Mon nom. Ton nom. J'ai approuvé. » Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient humides. « Merci, ma chérie. Pour tout, pour t'être battue. J'ai pensé à Marguerite de Courcy, au père le volé et au foyer pour sans-abri, et à une femme qui pensait pouvoir se moquer de la vie sans conséquence. Merci de m'avoir appris comment, ai-je dit. Ma mère a mis la main dans sa poche et a sorti quelque chose de petit, familier. Le mouchoir, celui avec les myosotis. Je t'en ai fait un nouveau. Elle a déplié un deuxième mouchoir, lin blanc, mon nom brodé en fil bleu, pour que tu te souviennes toujours. Je l'ai pris, je l'ai pressé sur mon cœur. Je n'oublierai jamais, ai-je dit, et je le pensais. Et je le pensais 6 mois après le mariage qui n'a pas été. Je suis entrée dans un immeuble de bureaux que je n'avais jamais visité auparavant. Le Centre national des lanceurs d'alerte occupait un étage modeste dans une tour du centre-ville. Pas de halls en marbre, pas de lustres en cristal, juste de la moquette et des box et des gens faisant un travail calme et important. Il m'avait offert un poste 3 semaines plus tôt, consultante, aidant d'autres lanceurs d'alerte à naviguer dans le système auquel j'avais survécu. Le salaire était moins de la moitié de ce que je gagnais chez Groupe de Courcy. Les heures étaient irrégulières. Les avantages étaient modestes. J'ai dit oui immédiatement. Vous comprenez? Le directeur avait dit pendant mon entretien que ce travail peut être frustrant. Toutes les affaires ne réussissent pas. Tous les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés. Je comprends, avais-je répondu. Mais certains le sont, et ceux-là valent la peine de se battre. Ce premier matin, je suis arrivée tôt. J'ai fait du café dans la cuisine commune. J'ai lu les dossiers qui allaient devenir ma responsabilité. À 10h, une jeune femme est apparue à ma porte, 24 ans, peut-être 25. Des cernes sombres sous les yeux, serrant un dossier comme une bouée de sauvetage. « Êtes-vous c'est vous Manon Benoît ?» Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. « Je le suis. » « J'ai vu les nouvelles sur les de Courcy. Sur ce que vous avez fait, elle a dégluti. Je suis dans une situation dans mon entreprise et je ne sais pas quoi faire. J'ai pensé à moi-même il y a 6 mois, effrayée, isolée, convaincue d'être impuissante. « Ah, asseyez-vous, » ai-je dit doucement. « Racontez-moi tout. » Elle a parlé pendant 1 heure d'irrégularités qu'elle avait remarquées, de superviseurs qui rejetaient ses inquiétudes, de la peur et de la confusion, et du sentiment qu'elle perdait la tête. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » a-t-elle dit finalement. « Je ne sais pas si je suis assez forte. » Je l'ai regardée, l'étrangère qui me rappelait tellement moi-même, et j'ai pensé aux mains de ma mère, aux mouchoirs de ma grand-mère, à toutes les femmes qui étaient venues avant moi, qui avaient survécu et s'étaient banalement battues et avaient refusé d'être réduites au silence. « Vous n'êtes pas seule, » ai-je dit. Et vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Le premier pas est toujours le plus difficile, mais je vais vous aider à le faire. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai tendu un mouchoir en papier et le mouchoir en tissu que ma mère m'avait fait. « Gardez ça pour l'instant, » ai-je dit. « Ramenez-le quand vous serez prête. » Elle a regardé les lettres brodées de mon nom. « Pourquoi ?» a-t-elle demandé. « Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin. » J'ai souri. « Maintenant, c'est mon tour. » Les gens me demandent si ça en valait la peine. Le mariage perdu, le travail perdu, l'avenir perdu que je pensais avoir. Voici ce que je leur dis. Je n'ai rien perdu. Je me suis échappée. Je me suis échappée d'un mariage avec un homme qui ne pouvait pas me défendre. J'ai quitté un travail dans une entreprise qui était bâtie sur le vol. Je me suis éloignée d'un avenir qui m'aurait obligée à me taire sur l'injustice. Ce ne sont pas des pertes,
Ce sont des survies. Ce que j'ai gardé compte plus. J'ai gardé ma mère. Et j'ai pu lui donner quelque chose qu'elle n'avait jamais eu. Sa propre entreprise, son propre nom sur la porte, son propre avenir qui ne dépend de l'approbation de personne d'autre. J'ai gardé mon intégrité. J'ai dit la vérité quand dire la vérité était difficile. Je me suis levée quand se lever faisait peur. Et j'ai gardé ma voix, celle que Marguerite de Courcy a essayé de faire taire par la moquerie. Celle que les de Courcy ont essayé d'enterrer avec des avocats. Celle qui s'est avérée plus forte que tout leur argent combiné. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer ensuite pour moi. Je prends des cours du soir, j'apprends le droit, je réfléchis à des moyens d'aider d'autres personnes qui se trouvent là où j'étais. Je sais ceci. Je ne serai plus jamais silencieuse quand quelqu'un que j'aime est blessé. Je ne prétendrai plus jamais que la cruauté est acceptable juste parce qu'elle vient du pouvoir. Et je ne laisserai plus jamais personne me faire honte de là d'où je viens. Ma grand-mère est venue dans ce pays avec rien d'autre qu'un mouchoir et ses 2 mains. Ma mère m'a élevée seule avec rien d'autre qu'une machine à coudre et son cœur têtu, magnifique. Et j'ai fait tomber un empire de 200 millions avec rien d'autre que la vérité. Ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de justice. Si vous écoutez ceci et que vous êtes dans une situation où quelqu'un vous fait vous sentir petit, où l'on vous dit de vous taire, d'accepter les mauvais traitements, de laisser les gens puissants s'en tirer avec leur cruauté. Je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas seul et la meilleure façon de protéger les gens que vous aimez est de refuser de se taire. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci et laissez-moi un commentaire. Dites-moi si vous pouviez dire une chose à la version passée de vous-même qui supportait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Qu'est-ce que vous diriez? Je lis chaque commentaire. Vous comptez pour moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci de croire en la justice.